Excellent. Alors, c'est parti. Alors, bienvenue au troisième webinaire de la série Parlons d'éducation, à l'initiative du Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l'éducation, en collaboration avec le Bureau des diplômés. Je me présente, Martin Duquette, directeur général adjoint au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Le webinaire d'aujourd'hui a pour titre Diversité et inégalité en contexte de pandémie. Je rappelle aux participantes que vous avez l'occasion de poser des questions ou commentaires par le biais du clavardage. Nous prendrons quelques minutes au cours de l'entretien pour répondre à vos questions. C'est avec grand intérêt que j'accueille aujourd'hui Madame Geneviève Audet, qui est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Elle est titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux de la diversité en éducation et en formation et chercheur régulière à l'Institut universitaire Sherpa. Elle est également co-directrice scientifique du Centre d'intervention pédagogique en contexte de diversité du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Elle s'intéresse à l'éducation interculturelle, aux relations école-famille immigrantes-communauté et à la formation du personnel scolaire à cet égard. Nous discuterons notamment des relations école-famille immigrantes, des agents dédiés aux relations école-famille-communauté et de la manière dont la pandémie de COVID-19 a affecté leurs pratiques. Il s'agit là d'un titre intéressant. Pouvez-vous nous dire, tout d'abord, bienvenue, Madame Audet. Alors, pouvez-vous nous dire un peu sous quel angle vous allez aborder les inégalités en contexte de pandémie et la diversité? Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Merci, Monsieur Duquette, pour cette présentation. En fait, aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder les inégalités en contexte de pandémie pour donner la parole à des personnes qui ont un peu l'habitude de travailler dans l'ombre et dont le travail est quand même souvent méconnu, même dans un contexte normal. Normal étant hors pandémie, disons. J'ai aussi précisé que c'était en contexte de diversité, puisque c'est souvent dans un contexte marqué par la diversité ethnoculturelle et linguistique que travaillent ces personnes-là auprès des familles immigrantes. C'était important pour moi d'utiliser, en guillemets, cette tribune-là pour, autant comme chercheur que comme citoyenne, je dirais, de m'intéresser aux pratiques de ces personnes-là qui travaillent qui travaillent en lien avec qui font les liens entre les écoles et les familles immigrantes, que pour aujourd'hui, je vais appeler les agents école, famille, communauté, puisqu'on verra qu'ils viennent sous diverses dénominations. Mais comment la pandémie a fait qu'ils ont soit poursuivi, ajusté ou même développé des nouvelles pratiques pour soutenir les élèves issus de l'immigration et leurs familles, et aussi pour maintenir un lien entre eux et les écoles. Je pense vraiment que, à leur manière, ils ont contribué à réduire les inégalités ou, en tout cas, du moins, à pas les exacerber davantage. J'ai choisi, de passer assez rapidement sur la partie pandémie comme révélatrice d'inégalités parce que j'ai compris que vous aurez accès par le converser. J'ai choisi de mettre différents rapports. Donc, vous aurez accès à deux rapports. Un premier qui est produit par l'Institut universitaire Sherpa, qui parle sur juste une enquête sur les facteurs socioculturels et structurels affectant les groupes vulnérables. Donc, en fait, l'impact de la crise de la COVID sur les communautés culturelles. Donc, je pense que c'est plus simple d'aller regarder ça, je crois, pour avoir plus d'informations. Puis, un autre rapport qui a été fait par des collègues aussi sur droit à la santé ou droit à l'éducation, inégalité en éducation pendant la première vague de la COVID-19 au Québec. Donc, je pense que vous pourrez aller voir ces choses-là. Parce que dans le fond, mon idée, il n'y avait pas le sous-titre dans le titre d'aujourd'hui, mais c'est de vous amener au cœur des relations école-famille immigrantes. C'est ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, mais je voulais, comme je l'ai précisé, le faire en donnant la parole à des acteurs et actrices à qui on donne moins souvent la parole. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est la diversité des familles immigrantes au Québec. Dans le fond, peut-être que je vous vois pas, j'ai aucune idée de qui vous êtes, mais je vais quand même vous préciser que au Québec, on a quand même quelque chose de spécifique dans le sens que puisqu'une grande partie de notre immigration est sélectionnée, notamment pour la connaissance du français et les diplômes, beaucoup de familles qui viennent s'installer au Québec sont en mesure d'établir des relations avec l'école et d'exercer leur rôle de parents d'élèves.
Par contre, d'autres familles, pour diverses raisons, cumulent davantage de vulnérabilité, ce qui fait que ça rend leur lien avec les écoles un peu plus difficile et aussi que c'est peut-être moins facile de rencontrer les attentes du système scolaire. Donc, puis attentes qui, je vais le dire assez clairement, qui sont quand même souvent assez implicites. Donc, les familles immigrantes sont pas toujours capables de savoir qu'est-ce qu'on attendait. Qu'on pense par exemple à certaines familles d'immigration récentes qui connaissent peu le système scolaire, qui maîtrisent peu ou pas la langue française, qui ont un faible niveau de littératie, qui ont des parcours migratoires difficiles, qui ignorent aussi l'existence de ressources communautaires pour les soutenir ou, pour diverses raisons, qui hésitent à les utiliser. On peut comprendre que ces familles-là sont pas toujours à même de soutenir la réussite scolaire de leurs enfants, du moins pas par les moyens attendus par l'école, comme se présenter aux rencontres, répondre aux courriels et comprendre ce que l'école attend d'eux, donc comprendre les attentes des écoles à leur égard. Ça, c'est dans un contexte normal. Elles ne se sentent pas non plus toujours légitimes de revendiquer plus d'ouverture à leur réalité et à leurs expériences. Donc, ça fait que on reste des fois assez loin, même si on souhaite faire de la collaboration. C'est comme si finalement on envisageait souvent que les parents doivent collaborer avec l'école, mais par des moyens que j'aime dire où les deux protagonistes, donc autant les familles que l'école, seraient visibles l'un pour l'autre. Donc, on aime que les parents viennent aux rencontres de début d'année, qu'ils soient présents aux remises de bulletins. On apprécie aussi que certains parents s'impliquent bénévolement à la bibliothèque, qui accompagnent les sorties. Mais tout se passe quand même comme si on accordait moins d'importance à la collaboration quand elle passe, je dirais, sous le radar de l'école. C'est-à-dire quand des familles mettent en œuvre des stratégies qui sont invisibles pour soutenir leurs enfants et pour être en lien avec leur école. Des stratégies qui sont, oui, certes invisibles, mais qui sont quand même réelles. Qu'on pense, par exemple, à des familles qui traduisent les devoirs, des familles qui ont des tuteurs privés, des familles qui encouragent leurs enfants, même s'ils ne signent pas les examens. Donc, c'est souvent des choses qu'on ne voit pas, que les enseignants sont pas à même de voir ou les directions même. Donc, on peut facilement imaginer que ces familles-là ont été et sont encore maintenant plus fragiles et qu'elles ont besoin d'un soutien accru et adapté à leur réalité pour être en mesure de soutenir les enfants puis d'être en lien avec les écoles. La recherche, faut quand même qu'on parle un peu de recherche quand on est chercheur. Hein. La recherche nous apprend d'ailleurs que plusieurs manières des familles immigrantes et de collaborer et des écoles de collaborer peuvent soutenir la réussite. Donc, il y a différentes manières d'entrer en contact avec l'école, que les familles et les écoles entrent en contact qui mènent à la réussite des élèves. Donc, certaines qui relèvent davantage de ce que les chercheurs ont appelé une implication assignée. Donc, on peut dire où les modalités de collaboration sont établies par l'école et peut-être aussi selon les besoins de l'école, qui répondent peut-être moins aux besoins des familles. Mais on peut aussi avoir des relations qui sont plus partenariales où le pouvoir est un peu plus partagé entre les deux. D'ailleurs, là, je vous ai mis, c'est pas moi qui va le mettre, mais vous aurez accès à un article justement qui présente ces différents modèles-là qui ont été recensés. Donc, un article de Michel Vatz-Laroussi et aussi une capsule vidéo qui explique un peu ces différents modèles-là. Je peux déjà vous dire que parmi ceux-là, il y en a un qui s'appelle la collaboration avec espace de médiation qui me semble particulièrement intéressant parce qu'il fait référence à une collaboration entre l'école et les familles immigrantes, mais qui suppose pas de contact entre elles. Donc, une façon de collaborer, mais par l'entremise d'un espace de médiation, donc comme quelque chose entre l'école et la famille, qui peut être soit un organisme communautaire, l'organisme étant dédié aux familles immigrantes ou pas nécessairement, une association, un lieu de culte, ou encore, finalement, une vraie personne. Donc, c'est eux, les agents école, famille, communauté, c'est ceux qui agissent comme espace de médiation ou comme personne de médiation entre les écoles et les familles immigrantes. Ces personnes-là, qu'il s'agisse d'intervenants école, famille, communauté, d'agents ou d'agentes de soutien aux relations école, famille, immigrantes, d'intervenants communautaires, scolaires,
d'intervenants communautaires scolaires interculturels. J'oublie certainement certaines dénominations, mais je pense que celles-là, c'est les plus connues. Chaque centre de service scolaire a ses dénominations aussi. Donc, ces personnes-là, ils n'ont pas attendu la pandémie avant de soutenir les familles. Et elles n'ont pas arrêté pendant l'été et elles encore maintenant sont à pied d'œuvre depuis la rentrée. Et puis, on peut penser que, en tout cas, on va voir si on a des longues vacances de Noël ou pas pour la suite, mais elles sont encore là. Donc, c'est ces personnes-là qui, au quotidien, ils entrent en contact avec les familles, les rassurent, les informent, les dirigent. Elles mettent à disposition des ressources multilingues. Notamment, il y a eu un gros travail qui a été fait pour la compréhension des trousses pédagogiques, parce que les trousses pédagogiques étaient envoyées, mais en même temps, on ne s'est pas tant soucié des parents qui sont allophones, comment ils sont capables de gérer ces trousses-là. Donc, elles ont référé des familles à des services d'alimentation, elles le font encore, de soutien à l'intégration, de santé. Elles font imprimer des trousses pédagogiques, elles vont les porter dans les familles, elles font des capsules vidéo pour les parents. Il y en a même qui livrent des paniers d'épicerie. Elles développent, proposent des outils, mais tout ça en s'inscrivant toujours en complémentarité avec les actions de l'école. Donc, c'est justement sur ça que porte le projet de recherche dont j'avais envie de vous parler, parce que je fais pas juste un éditorial, il va y avoir quand même quelques petits résultats aussi. Donc, sur un projet que j'ai mené, puis qui est même pas tout à fait fini, sur les pratiques des agents dédiés aux relations école, famille, communauté en contexte de pandémie. Donc, c'est justement à ces personnes-là que je veux donner la parole. Puis encore ici, je vous ai mis un lien. Vous allez avoir un lien qui aujourd'hui, le RIR, donc du CETREC, a fait un dossier spécial sur ces agents-là. Donc, je vous invite à le consulter aussi si vous voulez en savoir plus sur ce qu'ils font au quotidien. Excellent. Donc, un projet de recherche pour valoriser la pratique des agents dédiés aux relations école, famille, communauté en contexte de pandémie. Comment vous vous y êtes pris pour avoir accès à leurs pratiques? Des fois, les communications étaient peut-être pas simples pendant la pandémie, mais je suis curieux un peu de savoir comment vous y êtes pris pour avoir accès à ces belles ressources. Ben, en fait, c'est sûr que je parlais les observer, hein? Mais donc, en fait, la manière dont la plupart des projets que je mène, pas nécessairement seulement sur les agents, mais aussi sur les enseignants, sur les directions, je privilégie une approche dite par récit pratique. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion d'avoir le soutien de certaines personnes clés pour me donner accès à des réseaux d'agents école, famille, communauté qui ont transféré justement mon invitation à participer à cette recherche-là. Ce que je leur proposais, c'était justement de faire un récit pratique. Un récit pratique, ce que c'est, pour un praticien, c'est de raconter une situation de pratique qu'il a vécue. Puis pour une chercheure, pour moi, ce que ça voulait dire de faire un récit de pratique avec un praticien, ben ça voulait dire qu'au fil de la narration, donc à mesure que la personne raconte cette histoire-là, de poser des questions sur la situation en tant que telle, mais aussi sur les actions posées, donc qu'est-ce qui est arrivé, mais aussi puis sur les raisons derrière ces actions-là. Donc l'idée, c'est de savoir, d'essayer de saisir ce qu'on peut appeler la conversation avec la situation. Donc moi, quand j'ai fait ça, en même temps, j'étais en train de penser que il faudrait pas que j'oublie telle chose. Donc tout le temps la justification de l'action, mais du point de vue de celui qui le fait, pas de moi qui dit elle a fait ça parce qu'elle pensait, c'est à ça qu'elle pensait en même temps. Donc l'idée, c'est vraiment comme d'entrer dans la tête du praticien. Ce que je leur demandais plus précisément, c'était de raconter un événement vécu dans le cadre de leur travail depuis le début de la pandémie et du confinement, qui mettait en scène une famille auprès de laquelle ils sont intervenus, donc pas inventé, pas l'idée c'était que ça soit vraiment dans une situation et pas sur une situation, et puis qui a constitué un défi à relever ou un problème à résoudre. Donc finalement dans ce projet-là, on a réussi à recueillir quand même 12 récits pratiques, ce qui est quand même un bon nombre compte tenu de la situation. Je rappelle que j'ai lancé cet appel-là mi-juin. Donc plutôt dans l'urgence, tant pour
puis les gens étaient vraiment occupés, donc j'apprécie encore plus que certaines personnes aient pris du temps pour faire ces entrevues-là. Donc, on a recueilli 12 récits dans différentes régions du Québec, donc c'est pas nécessairement juste à Montréal, mais c'est ça. Je peux pas vraiment nommer, étant donné que dans certaines régions, il y a pas beaucoup d'agents école, famille, communauté, ben il faut quand même faire attention pour être On va pour respecter l'anonymat des personnes. Oui, je comprends. C'est intéressant. J'ai comme hâte d'entendre. D'après moi, vous allez nous parler un petit peu de ces récits-là. Alors, qu'est-ce que nous disent ces récits pratiques? J'ai bien hâte d'entendre ça. Ben, en fait, ces récits-là, aujourd'hui, je propose pas une grosse analyse. En fait, l'idée, c'était vraiment de justement leur donner la parole pour que je vais lire des extraits finalement parce que pas des trop longs, inquiétez-vous pas. Mais j'avais envie de commencer de vous parler des titres que les enseignants, les agents ont donnés à leurs récits, parce que dans le fond, une fois qu'ils m'ont raconté leur histoire, nous on la retranscrit, on en fait un récit en tant que tel, puis on le fait valider par les auteurs. Donc c'est pour être certain que les choses ont été bien comprises de notre part, mais on leur demande aussi de donner un titre à leur récit. Donc, je vais, en vous parlant des titres, vous allez quand même comprendre un peu c'est quoi disons, l'essence de ces récits-là. Donc, j'ai comme finalement trouvé qu'il y avait deux groupes. On a d'abord des titres comme ne pas hésiter à sortir des sentiers battus, tracer des limites, être humainement utile, modifier nos pratiques pour mieux aider. Donc, si on sent quand même quelque chose qui est plus en lien vraiment avec l'intervention, la pratique même des personnes. Mais on a aussi des titres comme « Il faut se mettre dans leurs souliers »,« Comprendre sans juger »,« L'important, c'est d'aller au rythme de la famille »,« Le sentiment de compétence des parents »,« Ne pas s'arrêter à la barrière de la langue ». Donc, on voit aussi que là, on est plus vraiment dans la relation avec les familles. Absolument. Donc, quand on nous demande de quoi ils parlent, les récits, ben, je dirais, l'idée, c'est peut-être d'imaginer les récits comme des espèces d'images figures-fond. Donc, de dire que certains d'entre eux mettent davantage en avant-plan ce qu'on pourrait appeler, ben, dans le premier groupe, un certain rapport à soi, une certaine façon, on parle plus de comment on envisage notre pratique, notre rôle d'agent école, famille, communauté, comment on considère que c'est pertinent, mais en même temps, toutes les limites que ça peut apporter, que ça peut avoir, ce rôle, les opportunités aussi que ça peut créer, mais aussi, on a aussi parlé de la manière dont justement cette pratique-là a été modifiée par la pandémie, parce que c'était un peu aussi l'idée sous-jacente de tout ça. Alors que, comme je disais, ceux du deuxième groupe mettent peut-être davantage de l'avant le rapport avec les familles en tant que telles. C'est quand même une analyse assez, j'allais dire grossière, mais je pense que de ce côté-là, la plupart des récits ont parlé des deux aspects, mais pour certains d'autres, c'est un des deux qui a pris plus d'espace. C'est pour ça, dans le fond, que les titres aussi vont dans ce sens-là. J'aimerais ça, dans un premier temps, vous parler des récits qui parlent davantage du rôle. Mais comme justement, je vous ai dit que je leur donnerais la parole, je vais vous lire des petits extraits. Je voudrais surtout pas parler trop longtemps, donc j'ai fait une petite sélection. J'ai aussi les agents se sont tous donné eux-mêmes des pseudonymes aussi, donc peut-être que s'il y en a qui écoutent en ce moment, vous allez vous reconnaître. Mais comme moi, je vais juste dire les pseudonymes. Donc, par rapport au rôle en tant que tel, il y a Maclé qui nous dit « Je me suis sentie comme une travailleuse essentielle, tout autant qu'une infirmière, un travailleur social ou un éboueur. Je sentais vraiment que je servais à quelque chose, malgré le fait qu'avec l'expérience, j'ai appris à respecter mes limites personnelles et à reconnaître ce qui peut m'affecter émotionnellement. Cette expérience a été très valorisante. » Donc, quand elle fait un retour sur la situation qu'elle a vécue avec la famille qu'elle avait choisie. Maria dit « Dans mon travail, ce qui prime pour moi, c'est que les personnes que j'accompagne se sentent chez elles. C'est ce qui est à la base de mon approche de proximité en intervention. Je me montre très humaine avec mes familles. Hein. C'est mon identité d'humaine qui prône sur celle de coordonnatrice ou d'intervenante. »
Anna qui nous dit « Un autre aspect de mon travail qui a changé avec la pandémie, c'est la communication avec les familles. C'est devenu plus difficile de les rejoindre. J'ai continué mes suivis auprès de mes familles les plus vulnérables, mais j'ai surtout aidé les enseignants et les directions à entrer en contact avec les familles pour faciliter le lien. C'est comme si, pour une première fois, certains d'entre eux se rendaient compte qu'ils devaient rejoindre les familles. Ils avaient tendance à me demander de les rejoindre à leur place. » On va y aller avec maintenant Jair qui nous dit « Avec les années, je constate que le fait d'être moi-même issu de l'immigration est un avantage dans mon travail. Rapidement, les gens avec qui j'interviens s'identifient à moi et me font plus facilement confiance. Ils reconnaissent mon appartenance à une communauté culturelle, entre autres en entendant mon accent. Je crois qu'ils sentent que je peux mieux les comprendre parce que je sais ce qu'ils vivent. D'un autre côté, parfois, ça peut rendre les choses délicates. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, on voit identifier des défis, mais aussi des opportunités. Donc, la plupart du temps, d'être issus de l'immigration eux-mêmes constitue un avantage, mais comme lui nous dit, ben, en même temps, ça peut être plus délicat parce qu'ils savent que je comprends des choses que d'autres intervenants qui sont pas de cette communauté-là peut-être comprendraient pas. Donc ça, c'est à peu près ce genre de choses-là qu'ils nous disent par rapport à leur rôle. Puis, tu sais, on pourra, j'aimerais mieux qu'on en reparle plus largement ensemble après, s'il y a du temps pour ça. Puis comme j'ai aucune idée combien de personnes, mais c'est à peu près ce genre de choses-là qu'ils nous disent. Puis, là, c'est des extraits de quelques lignes, mais la plupart des récits font entre 10 et 14 pages. Donc, il y a quand même plus de stock que ça là-dedans. Pour ce qui est des récits qui mettent davantage les familles en avant-plan, le rapport aux familles, je dirais que il nous parle, ce dont nous parlent les récits, les agents par l'entremise de leurs récits, c'est les réalités des familles, leurs défis, mais aussi leurs forces. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je vais laisser, encore une fois, je vais leur donner la parole. Sunita qui nous dit, par exemple, lorsqu'un parent immigrant arrive au Québec, il ne parle peut-être pas français, mais tout de même, il possède d'autres qualités qui font sa valeur. Le fait de valoriser ces personnes et de les mettre de l'avant a la capacité de changer toute leur vie. En créant ce lien avec le parent, nous sommes en mesure de mettre en valeur ses aptitudes. C'est essentiel de valoriser ce que les familles sont, plutôt que de s'arrêter à ce qu'elles ne sont pas ou à ce qui leur manque. On a ici quelqu'un qui a de l'expérience. Oui. On peut avoir aussi Jair, encore, on revient à lui, notre seul homme. Il ne faut rien prendre pour acquis. Il faut être attentif car certaines personnes peuvent être très autonomes dans certains domaines et avoir besoin de soutien dans d'autres. Par exemple, une personne très scolarisée qui a une formation professionnelle peut avoir de la difficulté ici à s'ouvrir un compte sur une plateforme scolaire. Hein? On a tous vécu ça, même en tant que parent. On a Anna qui nous dit, même si c'est un aspect très intéressant aussi, il y a seulement elle qui nous a parlé de ça, mais je pense que il doit y avoir d'autres gens qui pensent ça aussi. Même si j'étais inquiète pour mes familles, je sais aussi qu'elles avaient déjà affronté bien d'autres défis. Même que pour certaines d'entre elles, la pandémie a été une pause qui leur a permis de se retrouver. Il n'y avait plus de travail ou encore le besoin de se déplacer constamment. Pour certaines familles immigrantes, l'arrivée au Québec est un feu roulant. Ces familles sont résilientes. La pandémie a été une autre occasion pour elles de montrer leur résilience. Donc ça, c'est quand même un autre regard sur les familles aussi. J'aimerais, pour finir, Maria qui dit « Pour moi, la capacité d'une personne à s'exprimer est quelque chose de très important. Ça n'a pas de prix. Voir combien ce père était heureux d'avoir retrouvé son autonomie par le biais de nos communications m'a beaucoup touchée. Il n'y a rien de plus beau que des émotions qui peuvent s'exprimer, ce moment où l'émotion trouve ses mots. Pour moi, arriver à faire sentir à quelqu'un qu'il est capable de se débrouiller malgré la barrière de la langue, c'est magnifique. » Donc, évidemment, on est ici dans je dirais la fin de leurs histoires. J'ai pas insisté sur exactement tout ce qui se passait dans les situations racontées, mais quand on lit ça, on est quand même capable de comprendre où est-ce qu'ils se situent dans leur rapport aux parents, puis aussi dans tout ce qu'ils peuvent nous dire sur les familles immigrantes.
Évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les récits. D'ailleurs, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'ils vont être disponibles. Pas tout de suite, mais bientôt, parce que le projet est pas tout à fait terminé, mais ils vont être disponibles sous forme d'un recueil. Donc, je sais pas exactement par quelle façon, mais on pourra le rendre, réussir à le mettre à le rendre disponible peut-être sur le Facebook de ce groupe-là ou que peut-être que les gens suivent déjà. Donc, mais après les vacances des fêtes, il y aura possibilité d'avoir le recueil au complet de disponible. Mais j'aurais envie de dire que aujourd'hui, là, ce qui nous disent les récits, c'est que la connaissance des familles immigrantes dont témoignent les agents dans les récits, à la fois de manière générale, mais aussi de manière plus spécifique parce qu'ils sont capables de nous parler aussi de des familles individuelles, disons. Cette connaissance-là est seulement rendue possible parce qu'ils sont en mesure d'établir, tant par leur rôle professionnel, mais aussi parce qu'ils sont personnellement une relation avec ces familles-là. Les histoires qu'ils racontent témoignent toujours d'un souci constant de répondre aux besoins des familles, mais aussi de les soutenir, puis de favoriser même chez elles un empowerment ou de développer leur pouvoir d'agir. Donc, l'idée, c'est certainement pas de garder toujours les familles euh, j'allais dire sous leur emprise, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est que de leur donner les outils pour qu'elles-mêmes soient capables éventuellement de fonctionner sans leur soutien, mais ils sont conscients que il faut à ce moment-là mettre beaucoup d'énergie pour que les relations se créent puis se maintiennent dans le temps. Et ça, je dirais que ça vaut autant pour le contexte de pandémie que pour le reste du temps. Cette expertise-là, parce que c'est de ça dont témoignent mes récits aussi, c'est de leur expertise. Donc, c'est une expertise qui est riche en savoir, d'expérience. En effet, la plupart des choses dont ils nous parlent là-dedans, toute cette sensibilité-là, toute cette vigilance-là qu'ils ont dans leur intervention, c'est pas des choses qu'on apprend à l'université. Donc, en ce sens-là, je pense que les écoles, puis c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser cet angle-là aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a quand même des enseignants qui sont à l'écoute. Je pense que les écoles auraient avantage à reconnaître ces agents-là comme des partenaires légitimes. Je sais qu'à certains endroits, c'est plus difficile que d'autres, peut-être encore plus en contexte de pandémie, pour ces agents-là de se faire une place dans l'école, dans les écoles, puis même dans les esprits du personnel scolaire, parce qu'ils sont disponibles pour ça, ils sont reconnus pour leur expertise pour ça. Je pense que dans certains récits, ils m'en ont parlé. Je pense que la pandémie a peut-être permis d'avancer un peu là-dedans. Certaines m'ont dit, ben au moins la bonne chose, c'est que finalement, maintenant les gens savent pourquoi je suis dans la commission scolaire. Donc ils savent c'est quoi ma job. Donc ça c'est peut-être la bonne chose de tout ça. Donc ouais. Ben c'est vraiment intéressant. En fait, de mon propre vécu, je peux témoigner de différentes expériences et à quel point ces ressources deviennent indispensables lorsqu'elles sont bien utilisées. Je dirais que malheureusement, trop souvent, le rôle est méconnu ou du moins le réflexe est comme pas créé dans les milieux, dans les écoles ou peu importe là. Et c'est comme si on n'avait pas ce réflexe de penser à ces ressources-là, alors que le travail qui est fait, il est tout à fait indispensable et fait toute la différence, tant pour les familles que pour le milieu scolaire. C'est gagnant-gagnant. Bref, c'est une petite tranche de vie. C'est l'expérience que j'ai vécue, particulièrement lorsque j'étais directeur d'école primaire ou secondaire. Et quand on est capable de mettre à profit, tant pour les familles, ça crée tellement une alliance naturelle dans les milieux et une compréhension commune des réalités. Puis ça ouvre à des horizons extraordinaires là, qui font toute la différence. C'est là qu'on découvre la richesse d'une clientèle multiethnique et tout ça, et à quel point on est capable de faire la différence dans ces milieux-là. Et très souvent, c'est une question aussi là
de bien se comprendre, puis la communication devient un enjeu essentiel. Et ces agents-là font le lien avec toute la délicatesse et tout le doigté là, qu'on a besoin. Puis, en tout cas, par expérience, je sais que moi, j'ai beaucoup appris de ces ressources-là. Je me permets ce petit commentaire-là. Donc, on retient quoi là, de cette recherche-là? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne en bout de ligne là, si on ramasse ça un petit peu, là, on retient quoi de cette recherche? Ben, je dirais que cette recherche-là portait sur la première vague. Mm-hmm. Là, la deuxième vague est là. C'est épuisant vraiment pour tout le monde, pour le milieu scolaire, pour le milieu communautaire, pour les parents, pour les enfants, pour les agents aussi. Je pense que c'est comme un peu un éditorial. Cette recherche-là, j'ai décidé de la faire quand j'ai assisté à une rencontre justement d'agents école famille communauté qui étaient en train de discuter de toutes les choses qu'ils continuaient de faire, des sacs d'école qu'ils préparaient, des camions porte-voix, quel message on allait dire dans les milieux, qui était prêt à parler dans quelle langue. Donc, puis je me suis dit, ces rencontres-là, toutes ces choses-là, il faut que ça soit plus connu. Il faut qu'on n'oublie pas que ces personnes-là continuent de travailler. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir de la recherche, c'est que c'est le plus qu'urgent de reconnaître l'apport de ces personnes-là, mais aussi leur expertise puis leur légitimité. Puis ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez, tu sais, on sont méconnus, puis en même temps, ben quand on les connaît, on se rend compte combien ça nous aide. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire, puis je suis pas en train de dire que ça va mal partout, mais je suis portée à penser que on gagnerait à travailler plus là-dessus. Donc, c'est un sociologue français qui disait quand l'école ne suffit plus. Donc, quand l'école ne suffit plus ou que les stratégies que l'école met en place réussissent pas à rejoindre efficacement les familles qui sont moins accessibles ou qui sont plus éloignées de l'école symboliquement ou physiquement, je pense que c'est important que tout le monde unisse leurs forces. Finalement, s'il y a une chose à retenir même de ce webinaire-là, c'est peut-être une invitation à travailler ensemble. J'ai l'impression que sans doute qu'il y a beaucoup de gens, de personnel scolaire qui sont à l'écoute. Donc, une invitation à travailler peut-être plus ensemble, puis surtout à reconnaître la complémentarité des zones de compétences des uns et des autres, des directions, des enseignants, des agents, des parents, parce que l'idée, c'est pas d'être en compétition, c'est de travailler en complémentarité. Donc, en allant dans ce sens-là, je pense qu'on fait un grand pas pour développer une école, mais aussi peut-être une société qui serait plus inclusive. Wow! Excellent message. Je ne peux pas être plus d'accord que ça. On a tellement besoin de vivre ça de cette façon-là et de reconnaître l'expertise de chacun pour une contribution collective. Là, c'est tellement ça. Là, je regarde rapidement si on a des questions sur le clavardage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourrait en prendre quelques-unes. Entre-temps, j'ai envie de vous remercier, Madame Audet, pour cet entretien si enrichissant et empreint d'authenticité. Je me sens particulièrement privilégié de pouvoir animer cette série de webinaires avec des invités d'une aussi grande qualité. Merci. Je me permets. Merci, Geneviève. Je te permets ça. On a passé du tu au vous, mais ou du vous au tu, mais merci beaucoup pour ce temps de qualité. Je regarde rapidement s'il y a des petites questions. Là, il ne semble pas y en avoir. J'en profite en même temps. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous le mercredi 9 décembre prochain, toujours à 17h. Le thème de notre prochain webinaire, Parlons d'éducation, stress et santé mentale. Alors, Jonathan Bluteau, psychoéducateur et professeur au département d'éducation et formation spécialisée, discutera avec nous de stress et de santé mentale chez les élèves en contexte de pandémie. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 9 décembre prochain à 17h. Alors, encore une fois, Geneviève, merci beaucoup. Quel beau témoignage. Puis, je veux rendre l'appareil là. Je pense que tu as trouvé la façon
de rendre la parole aux gens qui sont sur le terrain et qui travaillent fort. Alors, j'en profite pour remercier ces gens-là qui, dans des contextes vraiment pas faciles, font toute la différence. J'en suis convaincu. Et je nous lance un défi, le milieu scolaire aussi, de voir à une intégration plus réussie de ces ressources-là. Je pense qu'il nous reste du travail à faire en toute humilité, là, et je souhaite que dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on puisse développer et vraiment maximiser l'effet de ce rôle-là. Alors ça, c'est un souhait personnel. Alors merci Geneviève et au plaisir de se retrouver. Merci.